Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de Ça vous regarde ce soir, l'école est-elle encore à l'abri des influences? Sous le choc d'avoir perdu l'un des leurs, les enseignants racontent leur désarroi à l'approche de la rentrée. Trop seuls, pas assez formés, comment les protéger? On s'interrogera dans notre grand débat à l'heure de l'hommage national à Samuel Paty. Vous entendrez aussi Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, a répondu aux questions des députés de la commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire. Ce sera dans la chronique de Thomas Després. Et puis on parlera aussi du foot français au bord de la faillite avec l'affaire Mediapro. Aujourd'hui, le groupe espagnol a tenté de rassurer la Ligue 1. Il réclame une renégociation de son contrat. Quel avenir pour le championnat? Décryptage sur ce plateau. Voilà, tous ces sujets, on va les discuter, les décrypter avec notre grand témoin. Il est journaliste, il vient de signer une série de grands entretiens pour LCP sur le thème du pouvoir à haut risque. Yves Tréhard est avec nous ce soir. Voilà, vous savez tout de suite, notre grand débat. Bonsoir Yves Tréhard. Bonsoir Myriam. Merci d'être notre grand témoin ce soir. Journaliste, directeur adjoint du Figaro, je le disais, vous signez une belle série de grands entretiens. Merci. Coup de cœur pour LCP sur ces hommes politiques qui tombent sous le coup des affaires, le pouvoir à haut risque, on en verra quelques extraits. Mais l'actualité ce soir, c'est évidemment cet hommage d'Emmanuel Macron à Samuel Paty, ce professeur d'histoire sauvagement assassiné. Le corps enseignant est sous le choc et on va en parler ce soir. Patrick Hetzel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Les Républicains du Bas-Rhin, ancien recteur de l'Académie de Limoges, ancien conseiller éducation de François Fillon lorsqu'il était à Matignon, c'est bien ça? C'est bien cela, oui. Vous connaissez donc bien ces questions. Bonsoir, bonsoir Mathieu Logothetti. Bonsoir. Merci d'être là. On a envie de vous entendre. Vous êtes le professeur de ce plateau, professeur d'histoire-géographie et éducation civique en Seine-Saint-Denis et co-secrétaire du SNES FSU de Créteil. Le député de La République en Marche, Gaël Le Bohec, va nous rejoindre dans quelques instants. Et bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam, bonsoir Stéphane à tous. Stéphane Dakowski, qui m'accompagne comme chaque soir et qui va ouvrir ce débat avec son billet d'actu. Les atteintes à la laïcité ce soir, si j'ai bien compris. Tout de suite. Si j'ai bien compris, Stéphane. Si j'ai bien compris, Myriam, les enseignants sont de plus en plus exposés à la pression des islamistes et donc la laïcité est de plus en plus contestée à l'école. Alors, le phénomène n'est pas nouveau, évidemment, mais il semblerait que l'assassinat de Samuel Paty ait donné l'occasion d'une prise de conscience générale. En tout cas, c'est ce qui apparaissait ce matin dans la presse. Je vous laisse découvrir les unes du jour. Vous voyez, ça c'est Le Figaro, donc notre confrère Yves Tréhard est là. Mais c'était pareil à gauche avec Libération. On voit que l'inquiétude des enseignants face à la laïcité fait la une et préoccupe tout le monde. Et pourtant, vous le disiez, le phénomène n'est pas nouveau. Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que le phénomène n'est pas nouveau. On peut remonter quasiment 20 ans en arrière. En décembre 2003, la commission Stasi avait remis un rapport au président Chirac, justement, sur le respect de la laïcité à l'école. Donc, dans ce rapport qui avait été remis, on listait déjà les attaques contre la laïcité. Donc, il y avait la contestation des cours d'histoire et de sciences naturelles, il y avait le fait que certaines filles ne voulaient pas participer aux cours de sport avec des certificats bidons. Le rapport disait même que certains profs, parce que c'était des femmes, se trouvaient contestés dans leur classe. Donc, je vous parle d'un rapport qui a été remis il y a quasiment 20 ans. Donc, et voilà ce qui est écrit en toutes lettres dans le rapport, de la main d'ailleurs de Bernard Stasi. Il faut être lucide. Oui, des groupes extrémistes sont à l'œuvre dans notre pays pour tester la résistance de la République et pour pousser certains jeunes à rejeter la France et ses valeurs. Et apparemment, donc, cet appel à la laïcité n'a pas été entendu. Non, l'appel à la lucidité, non, pas vraiment, en tout cas pas sur le coup. Au contraire, le rapport à l'époque était plutôt contesté, notamment parce qu'il préconisait l'interdiction du voile à l'école. Donc à l'époque, les principaux syndicats d'enseignants avaient contesté ce rapport. Vous pouvez voir d'ailleurs un article du Monde qui faisait le point là-dessus en disant une majorité d'un syndicat sont contre la loi sur le voile parce qu'ils avaient le sentiment que cette loi aurait pour conséquence de stigmatiser une partie de leurs élèves, en l'occurrence les élèves musulmans évidemment. Mais à l'époque, personne n'imaginait qu'un professeur puisse être décapité, assassiné pour avoir montré les caricatures de Charlie Hebdo. On n'imaginait pas que ça pourrait un jour arriver jusque-là, mais les menaces de mort contre les professeurs, là non plus, on ne parle pas du tout de quelque chose de récent, pas simplement Al-Qaïda qui a fait ces menaces là, au procès Charlie. Il y a déjà 5 ans, quand Daesh occupait encore le territoire en Syrie, eh bien, il y avait des menaces de mort qui étaient publiées dans leurs médias, et vous voyez, ils s'en prenaient directement à l'école française en menaçant de mort les profs qui enseignaient la laïcité. Donc,
On peut comprendre que du coup les enseignants, face à ce climat ou ce changement de climat, soient de plus en plus prudents lorsqu'il s'agit d'aborder des sujets qui risquent de déclencher la colère des islamistes. Donc il y a eu un sondage de l'IFOP qui remonte à mars 2018, donc c'était il y a déjà 1 an et demi. On a interrogé les enseignants, donc pour l'ensemble des enseignants, 37% disent qu'ils se sont déjà autocensurés pour éviter des problèmes, mais quand on est dans des zones d'éducation prioritaire, donc dans les quartiers sensibles, c'est une majorité d'enseignants qui préfèrent éviter d'aborder certains sujets pour éviter les problèmes qui vont avec. Donc face à ce recul de la laïcité, forcément, Jean-Michel Blanquer a tenu à réagir, et donc il a lancé un appel aux profs pour leur dire « N'ayez pas peur, la République est là, on l'écoute ». Une des choses que l'on doit combattre, c'est la peur. N'oublions pas que ce que veulent les terroristes, par définition, c'est la terreur. Et donc, chaque fois qu'on se laisse gagner par la terreur, et parfois il y a matière, eh bien, d'une certaine façon, on leur donne en partie raison. Donc, mon rôle, c'est de conforter l'institution derrière chacun de ces acteurs pour que chacun ne se sente pas seul et sente que derrière, il y a toute la République et que donc la République est inébranlable. Il n'empêche que ce sont les enseignants qui se retrouvent en première ligne de ce combat pour la laïcité. Oui, il y a effectivement un combat à mener contre l'islam radical. C'était le sens du discours du président de la République. Et je vais vous laisser un petit sondage pour finir, avant de vous laisser débattre, pour vous dire que ce combat contre l'islam radical ne fait que commencer. Encore une fois, le Figaro, je le cite, mais qui lui-même citait un sondage de l'IFOP qui disait que donc 3/4 des Français musulmans de moins de 25 ans disent qu'ils mettent les lois de l'islam au-dessus des lois de la République. Donc plus ils sont jeunes, plus les Français musulmans mettent l'islam au-dessus de la République. Donc la question qu'on se pose, c'est mais combien d'années va encore durer ce combat pour défendre la laïcité? Merci Stéphane. On va répondre à cette question. Il y a beaucoup de choses dans votre papier ce soir. Je vais commencer par vous, Mathieu Logothetis. Depuis cet assassinat, Stéphane le disait, la parole s'est libérée. On se rend compte que l'autocensure, elle existait bien avant cet assassinat odieux. Est-ce que les enseignants ont peur aujourd'hui? On peut lire des mots dans le Figaro, dans le Parisien. On nous en demande trop. On ne veut pas être des martyrs laïques. On marche sur les braises en permanence. Est-ce que les enseignants ont peur? Bon, évidemment, déjà, ils ont été abasourdis par cet acte. Parce que pour nous, votre collègue a rappelé les menaces qu'on avait subies ces 5 dernières années, mais c'était de la fiction. On nous menaçait de plein de choses, mais rien ne se passait. Là, il y a eu un événement qui a choqué tout le monde, qui nous a fait nous sentir en insécurité. Alors, est-ce qu'ils ont peur? Bon. Il y a un témoignage dans l'Express, oui. Pardonnez-moi de vous couper, peut-être qu'il n'est que minoritaire, mais qui chamboule. Une jeune professeure de français en Seine-Saint-Denis, apeurée à l'idée de retourner en classe, c'est le 2 novembre prochain, et gênée aussi par cette peur qui l'a longtemps conduit à l'autocensure. Alors, est-ce qu'ils ont peur? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils seront là le 2 novembre en classe face aux élèves et qu'ils vont essayer de reprendre nos classes en abordant ce fait d'une manière ou d'une autre. Alors déjà, en fonction de ce que nous demandera le ministère, puisque là, on ne sait pas encore exactement ce que le ministère va nous demander de faire, mais aussi en essayant d'utiliser cet événement pour sortir de l'émotion et pour ramener de l'enseignement, c'est-à-dire des connaissances, des faits sur ces mouvements terroristes, sur la manière dont ils fonctionnent, parce que ce qui s'est passé autour de Samuel Paty, c'est un cas tout à fait exceptionnel d'une manipulation qui est... Vous, en tant que professeur, oui, ça vous donne envie de dire « j'y retourne tout de suite, je parle de la laïcité, je monte les caricatures, je fais l'enseignement de la liberté d'expression ». Moi, j'y suis retourné tout de suite parce que je faisais cours samedi matin, donc j'ai vu les élèves samedi matin. Comment ça s'est passé ? Bon, ça s'est passé, les élèves nous en ont pas parlé en fait, tout simplement. Alors peut-être qu'ils n'étaient pas non plus encore forcément très au courant, ça sera sûrement le cas à la rentrée. Non, mais c'est pas parce qu'on se pose des questions, c'est normal qu'on se pose des questions, on est des professionnels, on affronte des adolescents qui sont toujours prompts à nous remettre en question dès qu'ils le peuvent, ce qui est bien normal. Ce sont des adolescents. Et vous, est-ce que vous en avez parlé à vos élèves ? Alors moi, je n'en ai pas parlé à mes élèves samedi matin parce que j'étais quand même encore beaucoup dans l'émotion. Depuis, quand je pense, comme tous les collègues d'histoire géo qui enseignent de l'EMC, on y réfléchit parce qu'on sait que lundi, on va les revoir et en plus, on va sûrement nous demander de leur en parler. Donc, il faut qu'on se prépare. Éducation morale et civique, oui, l'EMC. Je précise. Bonsoir, Gaël Le Bohec. Merci d'être avec nous. Vous êtes député de La République En Marche d'Ille-et-Vilaine. La circonscription de Redon, le port atlantique le plus proche de Paris. C'est bien ça. On parlait à l'instant de la peur, pas forcément d'ailleurs, hein, on ne peut pas généraliser. L'autocensure, elle existait avant. Ouais, je pense que l'autocensure, on le voit, les chiffres disent que cette autocensure, elle existait. La question, c'est comment on fait bloc, comment vous parlez des enseignants et de vos collègues, et je vous félicite parce qu'ils sont tous
voilà, pris par cette question-là. Et je crois que la question, c'est comment on les accompagne pour faire bloc. Souvent, je pense, et c'est certains chiffres aussi, on a fait une grande enquête cet été, une grande consultation des professeurs, ils disent que parfois, ils ne sont pas bien accompagnés de façon collective, de façon psychologique, quand ils sont en difficulté. Et la question, c'est comment on aide la communauté éducative, hein, et que le prof ne se sente pas isolé dans ces cas-là. L'accompagnement, la formation, exactement. On va y venir. Mais je voudrais qu'on reste un peu sur l'état d'esprit. Parole d'enseignant, c'est un sujet de Nathalie Guilloire, et je vous fais réagir juste après. La profession est combative. Ne surtout pas céder à la peur. Les professeurs font de la résistance. Ils ont décidé de ne rien lâcher et sont d'attaque pour la rentrée. Ils le font savoir, notamment sur les réseaux sociaux. Je suis prof d'histoire géo. Tous les jours, j'éduque à la laïcité, à la liberté de conscience, à la liberté d'expression. Jamais je ne cesserai de le faire. Non à la barbarie. Aujourd'hui, je voudrais être à l'école pour écouter les élèves, pour parler, pour en parler avec eux, et pas sans nous. Les professeurs lancent un cri d'espoir sur Twitter avec le hashtag « Je suis prof, je suis enseignant ». Mais le retour à la réalité n'est jamais très loin. Les enseignants expriment aussi leurs inquiétudes. Ça fait partie de notre travail, d'en parler, de travailler sur le principe de laïcité et d'essayer de faire passer des messages. Et que c'est extrêmement compliqué. On le sait et on le vit au quotidien. Et sur les réseaux, ils n'hésitent pas à interpeller les politiques comme ce professeur qui répond au ministre de l'Éducation nationale. Nous ferons face. Facile à dire dans votre tour d'ivoire pendant que nous sommes sur le terrain à subir sans aide ni moyens. Nous attendons des vrais actes, pas juste du blabla. Sinon, pas de rentrée. Une autre critique revient également, celle de la responsabilité des parents d'élèves. Madame M qui affichait aujourd'hui # Je suis enseignant. Pensez-y demain quand vous contesterez la dernière note de Kevin, la punition parce qu'il refusait d'enlever sa casquette ou parce qu'il a frappé un élève qu'il avait bien cherché. Soyez enseignant quotidiennement. Les messages des professeurs se multiplient. Ils seront nombreux à vivre une rentrée particulière au retour des vacances de la Toussaint. Yves Tréhard, est-ce qu'on assiste à un réveil ? Est-ce qu'on assiste à la fin d'une forme de déni de ces sujets, notamment dans le corps enseignant ? C'est sûr que, si vous voulez, les réactions qu'on entend aujourd'hui, il y a 5 ans, je pense qu'on n'aurait pas pu les formuler même, parce qu'on aurait été tout de suite taxé d'islamophobes, d'amalgamistes. Donc aujourd'hui, je dirais que la parole se libère. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les Français prennent conscience, quelle que soit leur confession, leurs origines, prennent conscience que l'islamisme que l'on dénonce, c'est un projet politique. C'est pas uniquement un dévoiement de la religion. C'est un projet politique qui s'immisce, qui se diffuse dans tous les replis de la société et qui veut justement détruire notre culture, notre civilisation. Et c'est très symbolique que là, ça soit l'école qui soit en cause, le collège, le lycée, l'enseignement, parce que justement, c'est là où on forme les esprits de nos pays, c'est là où on forme les intelligences. Et là, si vous voulez, il y a je pense qu'il y a, on dépasse l'émotion, et les Français se disent, pour beaucoup d'entre eux, il faut réagir, parce qu'il faut nous préserver, nous défendre, sinon on va être grignoté, on va être mangé, et il ne faut pas se leurrer. L'islamisme veut installer un califat en France. Hein, c'est pas uniquement de l'autre côté de la Méditerranée. Ils veulent prendre le pouvoir. C'est un projet politique. Patrick Hetzel, on entendait les enseignants, on sent que voilà, ils ont été extrêmement secoués, mais ils ne sont pas tous résignés, hein, je précise, parce que voilà, ils ont envie d'aller enseigner, faire leur métier. Ils ne sont pas tous complètement tétanisés par ce qui s'est passé. Vous qui avez été recteur, ces remontées de terrain, c'était quoi? Pourquoi on n'arrive pas à dire les choses? On peut lire aujourd'hui qu'une professeure, une maîtresse de CM1, qui fait une leçon de vocabulaire sur les animaux, a été reproché d'avoir utilisé le mot cochon. Comment c'est possible que ça ne remonte pas, que ça ne soit pas dit, qu'il n'y ait pas, au fond, les outils républicains pour riposter? En fait, moi je voudrais, vous y faites référence, les enseignants jouent un rôle, ils sont en première ligne, hein, il faut leur rendre hommage, le métier est devenu de plus en plus difficile. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, Yves Tréhard le disait à l'instant, la parole est en train de se libérer, ils sont en première ligne, ils ont envie de faire face, mais ce dont ils ont besoin, ce sont deux choses. D'abord, il faut que cesse
quelque chose qui s'est installé dans le système de cette maison éducation nationale, qui est le pas de vague. Ça, il faut que ça cesse. Ça, il faut vraiment le dire. Et je crois que nous devons... Alors là, vous l'avez constaté quand vous étiez dans l'institution? Alors, à l'époque, moi, j'étais recteur, donc il y a une quinzaine d'années, la question se posait, il faut le dire, de manière assez différente, et les choses se sont accentuées au cours des dernières années. Et quand je dis au cours des dernières années, on l'a vu, au moment des attentats de Charlie, la minute de silence qui, à certains endroits, n'a pas été respectée. Je crois que là, nous aurions déjà dû réagir de manière plus active, et là, on nous a dit pas de vague. Et la deuxième chose... Qui a dit pas de vague? C'est l'institution, c'est le ministère? Je pense que je pense qu'il y a aussi une partie... Et c'est les professeurs eux-mêmes? Non, pas les professeurs, peut-être certains, mais en fait, et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister, ce sont les corps intermédiaires. Ce sont les chefs d'établissement, les inspecteurs. Il ne s'agit pas de les pointer du doigt, mais en réalité, ils doivent être en soutien. Et effectivement, on le voit aujourd'hui, il y a des inspecteurs, il y a des chefs d'établissement qui étaient dans une logique où ils disaient surtout ne faisons pas remonter parce que nous sommes évalués par notre hiérarchie et si nous sommes mal évalués, eh bien ça va avoir des conséquences négatives sur notre propre carrière. Et je pense que ce sont ces deux points-là sur lesquels il va falloir travailler. Et c'est là où nous attendons maintenant Jean-Michel Blanquer. Et quand des enseignants disent il faut passer des paroles aux actes, c'est vrai que plus que jamais, nous devons passer. Alors, Mathieu Le Gottetti, ce pas de vague, cette peur au fond, cette autocensure, ou même du système qui dit s'il vous plaît, voilà, on va pas en parler, ça va compliquer les choses. Vous l'avez vécu? Je sais pas. Moi, je crois déjà que les élèves qui seraient éventuellement radicalisés ne se manifestent pas forcément. C'est pas forcément des élèves qui vont en classe aller dire aux professeurs qu'ils ne sont pas d'accord ou qu'ils ne croient pas à ce que nous sommes en train de raconter. Vous, personnellement, vous n'avez jamais été confronté à ce genre de situation? En 20 ans de carrière, une fois. Donc, je ne peux pas non plus dire que ce soit... Une seule fois. C'était pourquoi? Une seule fois, c'est rien, mais vous pouvez nous raconter. Qui a voulu m'expliquer que la Shoah n'avait pas existé, qui a essayé de me le démontrer, mais c'était une discussion, on voyait qu'elle était un peu... Enfin, qu'elle avait un fond derrière, donc elle avait dû être formée par quelqu'un. Bon, après, c'était un échange tout à fait courtois. Bon, je ne suis pas sûr de l'avoir convaincu, mais au moins, elle m'a écouté. Après, ce genre d'élèves, si vous voulez, on les repère très difficilement. Il faut bien que vous vous rendiez compte qu'on est dans des classes avec beaucoup d'élèves, 30 à 35 souvent, dans des conditions aussi d'enseignement où on n'a pas forcément la capacité toujours de discuter très longtemps avec chacun d'entre eux. Alors, dans les cours d'éducation civique, on peut le faire, on peut organiser des débats, mais là encore, parfois, les élèves aussi ils vont participer, ils vont nous interpeller, mais ils ne vont pas forcément nous dire aussi tout ce qu'ils pensent. Il y a quand même des choses qui existent. Il y a eu des référents à laïcité, il y a des vadémécums, c'est des soutiens pédagogiques très bien faits, d'ailleurs très concrets. Exemple très concret, vous avez quelqu'un, Yanis Roder, ce matin, sur une radio qui est l'un de vos collègues, il enseigne en 7e, disait, en 20 ans, lui aussi, il n'essaye pas de généraliser, mais il n'avait jamais vu ça. On lui a dit, je n'écoute plus de la musique pendant la période du Ramadan à l'intérieur de la classe. C'est des détails. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un signalement? À qui on s'adresse? Comment ça remonte? Qu'est-ce qui existe dans l'école? Déjà, nous, en classe, on en parle avec les élèves quand ce genre de choses arrive. Et on est des professionnels, les enseignants. Enfin, moi, je veux pas, avant de parler du soutien qu'on pourrait nous apporter, déjà dire que les enseignants ont une formation. La laïcité, c'est quelque chose que, en histoire-géographie, par exemple, on apprend avant d'être en classe. Donc, on a des arguments, on a des moyens, on a des connaissances qui nous permettent de répondre à ce que les élèves peuvent nous dire. Mais vous pouvez faire un mail, par exemple, au ministère? Déjà, on peut informer notre hiérarchie localement. Il y a des chefs d'établissement. Alors après, on ne peut pas non plus leur demander de tout porter parce qu'ils sont, dans un établissement comme le mien, un lycée de 1400 élèves, il y a un chef d'établissement et un adjoint, donc il fait ce qu'il peut. Mais lui peut remonter ou elle peut remonter à la hiérarchie si vraiment il y a un cas grave qui doit être signalé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, Patrick Hetzel? Vous avez, ça redescend? Vous avez un interlocuteur? Normalement, dans un bon fonctionnement, si les choses remontent, ça doit avoir des conséquences, d'abord au niveau de l'inspection académique, dans les grandes académies, ou éventuellement au niveau du rectorat. Et là, en fait, il est essentiel que les équipes soient davantage formées. On voit bien que aujourd'hui, ce que nous constatons, le maillon faible, il est là aujourd'hui. Il est là, dans cette hiérarchie intermédiaire, parce que, en fait, quand les professeurs qui sont en première ligne, à un moment donné, se disent « mais finalement,
s'il y a un problème, on va être lâché par notre hiérarchie. Et d'ailleurs, parfois avec des inspecteurs, j'ai entendu des formules, on les entend souvent, faites au mieux. Mais le fait au mieux, c'est débrouillez-vous. Et je crois que c'est ça que nous devons là aussi revoir. Et ça ne peut pas se faire. L'enseignant seul, effectivement, vous avez parfaitement raison, il est en première ligne, mais il faut aussi que le collectif fonctionne. On en demande trop aux professeurs. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que quand même, il y a une responsabilité politique. Et cette responsabilité politique, elle est portée principalement par le ministre de l'Éducation. Le ministre de l'Éducation actuel, on ne peut pas lui faire de procès parce que là-dessus, il a un discours on ne peut plus clair. C'était quelqu'un qui a toujours défendu la laïcité. On se rappelle de ses propos sur le voile sur la voie publique où il disait que ce n'était pas souhaitable. Donc, il n'est pas suspect. En revanche, il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui ont occupé le ministère de l'Éducation et qui n'ont pas, je dirais, une attitude ferme. On va prendre un exemple. Le rapport Aubin. Monsieur Aubin, c'est un inspecteur de l'Éducation nationale qui a fait un rapport sur justement toutes les atteintes à la laïcité dans l'éducation nationale. Il y a 15 ans. En 2004. Ce rapport, il a été rangé, mis sous le tapis, sous prétexte, dixit le ministre de l'Éducation de l'époque, qui était monsieur Fillon, sous prétexte que ce rapport intervenait juste après la loi de 2004 sur le port du voile dans les écoles et que ça allait stigmatiser encore davantage les élèves musulmans. La deuxième raison, c'est que ça pourrait fâcher et écorner nos relations diplomatiques avec le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Donc on voit que s'il y a une volonté politique, et c'est vrai dans l'éducation nationale, c'est vrai dans les services publics, c'est vrai à l'hôpital, c'est vrai partout, si le discours politique est ferme, eh bien, je pense que ceux qui sont sur le terrain se sentent davantage soutenus et portés pour faire respecter cette laïcité. Gaël Le Bouec. Non, moi, il y a quelque chose que je rejoins beaucoup, c'est comment on regarde et comment on transforme cette organisation. Moi, j'attends pas tout du ministre, c'est-à-dire qu'on a fait une grande consultation. Il fallait déjà qu'il soit clair. On a fait une grande consultation cet été et on voit des profs écartelés entre un engagement énorme, un sens au travail, voir les enfants progresser, et de l'autre, être vraiment pas avoir les moyens, la formation, comment le soutien psychologique. Donc on voit des enseignants qui sont écartelés avec moins de 15% de satisfaction d'un côté sur plein de points et plus de 80% sur un autre point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre les deux, on parlait des corps intermédiaires, mais pas que. C'est pour ça que j'attends pas tout du ministre. Le ministre, évidemment qu'il a... J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il fallait un discours ferme. Évidemment qu'il doit y aller, mais il doit aussi... Le rapport Aubin, c'est il y a 15 ans. Est-ce que les propos de Mme Najat Vallaud-Belkacem n'étaient pas un peu ambigus parfois? Avec des propos fermes, si vous n'avez pas l'organisation qui suit derrière, c'est pas tout de libérer la parole. Moi, je veux qu'on libère l'écoute de l'organisation. Et comment on fait en sorte que les corps intermédiaires dont vous parlez soient à cette écoute-là? Comment ils puissent organiser? Comment, est-ce que c'est un mail, ainsi de suite? Comment on crée des groupes? Vous voulez plus de moyens, plus d'outils, plus de moyens pour accompagner, soutenir les profs. On sait qu'il y a des signalements possibles, mais ça ne suffit pas. Il faut renforcer. Et c'est surtout dans l'organisation, c'est pas forcément des moyens, des corps intermédiaires en plus. C'est comment on remonte plus facilement ces choses-là. Voilà. Quand on entend à certains états généraux que des pédagogies nouvelles, ou comment on transforme aussi ces pédagogies, comment on permet la liberté, comment on permet l'innovation, parce que souvent les professeurs, ils se sentent, je le disais tout à l'heure, embarqués juste dans un point. Il faut qu'on les laisse. Il faut évidemment un engagement individuel sans dire on fait un Grenelle et sentez-vous à l'aise de proposer des nouvelles organisations, sentez-vous à l'aise de remonter les choses et nous allons vous écouter. Mathieu Le Gottetis, à quoi doit ressembler le 2 novembre, le jour de la rentrée? Vous avez entendu le ministre, il y aura 1 minute de silence. Ça déjà, est-ce que vous approuvez? Alors, la minute de silence, c'est intéressant dans le sens où ça peut nous permettre de discuter avec les élèves. Souvent, alors, on a beaucoup parlé au moment des attentats de Charlie, par exemple, des élèves qui refusaient de faire la minute de silence. Nous, ce qu'on a constaté, c'était pas tous des islamistes du tout. Mais les adolescents sont des adolescents, et quand on leur demande de faire quelque chose, certains résistent de fait. Et à ce moment-là, ça peut permettre d'avoir une discussion. La minute de silence, c'est l'émotion, c'est le fait d'exprimer. C'est aussi un outil pédagogique. C'est aussi un outil pédagogique. Après, il faut l'utiliser comme tel. Si on nous dit simplement, faites une minute de silence, et après... passer à autre chose, là c'est différent. S'il y a du chahut, si elle n'est pas respectée, si des élèves refusent cette minute, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rentre dans la pédagogie, on rentre dans la discussion. Monsieur disait que les enseignants manquent de formation. Je ne sais pas si c'est un problème de formation. On est formés et on a tous un bagage qui fait qu'on est des professionnels. On enseigne tous, certains depuis assez longtemps en Seine-Saint-Denis, par exemple. On est capable d'affronter ce genre de situation. Après... Et les caricatures, alors? Est-ce que vous voulez les montrer?
Est-ce que vous attendez ce qu'on vous dise quoi faire avec ces caricatures qui, quelque part, un peu rentrent dans notre histoire aujourd'hui? Là, je crois que c'est la liberté de chaque enseignant de dire est-ce que dans ce que je suis en train de faire en ce moment, montrer cette caricature ou celle-là a un sens pédagogique pour les élèves. Je crois que le but, c'est pas forcément de choquer. Choquer les élèves, ça sert à quoi? L'important, c'est de les amener à réfléchir et de leur permettre de construire des notions qu'on demande d'enseigner. Voilà, tout à fait. On peut parler de la liberté d'expression, expliquer ce que c'est, par exemple, le droit au blasphème dans notre République, sans forcément montrer ces images-là, Gaël Le Bouec. Mais clairement, chaque professeur a cette liberté pédagogique, justement, de montrer ce qu'il a envie de montrer pour construire les compétences qu'il a envie de construire avec ses élèves. Ce qui n'est pas admissible, et là où je vous rejoins et il faut de la fermeté, c'est que aucun enseignant ne doit avoir peur, par contre, de les montrer s'il estime qu'il doit les montrer. À partir du moment où il dit « moi, j'ai envie de les montrer pour construire quelque chose avec les élèves », il doit être à l'aise, il ne doit pas avoir peur, il ne doit pas refuser. Oui, et là, vous savez que il doit y avoir un bloc. C'est facile à dire, mais dans le contexte actuel... Et c'est pour ça que je pense que la minute est importante, qu'on y aille tous, qu'on soit tous présents. Le ministre nous a invités à tous à avoir notre rôle dans cette reprise-là, pour faire bloc, pour être là avec les enseignants. C'est le message aussi global de la société. Quand on disait tout à l'heure, c'est les corps intermédiaires, c'est le ministre, c'est nous tous. C'est les journalistes, sont les députés, sont les éditorialistes. Patrick Hetzel, en l'occurrence, ce professeur, Samuel Paty, quand il a décidé de montrer ses caricatures, il a fait le choix de demander aux élèves qui pourraient être heurtés par ces images de sortir de la classe. Alors apparemment, c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait. Attention. Détourner le regard. Il a dit si cela vous dérange, détournez le regard. Justement, mais pas de sortir. Il n'a pas demandé de sortir. Ça, l'enquête l'a d'ores et déjà montré. Il l'a dit à tout le monde, pas uniquement aux musulmans. Tout à fait. Il l'a dit à tout le monde, exactement. Je crois que c'est important de le dire. Ça veut dire ne serait-ce qu'en mémoire de cet enseignant qui a laissé ça. Vous avez raison. C'est quand même un collègue qui avait 25 ans d'expérience. Il était reconnu dans son académie. L'Institut du monde arabe a fait un communiqué pour rappeler qu'il était en référent culturel de son académie sur Versailles. Donc c'est un professionnel qui maîtrisait ce qu'il faisait. Alors, comment vous avez jugé d'ailleurs les polémiques autour? Parce qu'il y a eu effectivement des polémiques sur le rôle du principal, sur le fait que le père d'élève de Samuel Paty était au fond convoqué, ou en tous les cas il y a une médiation pour le rencontrer. Je pense avec le corps enseignant. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas le détail de l'enquête, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. L'éducation nationale a essayé quand même de faire quelque chose. Samuel Paty, il a été aussi victime, moi, ce qu'on ressent des articles que vous publiez, il a été victime d'une manipulation par des gens qui, en fait, n'avaient pas tellement grand-chose à voir avec le collège. Mais est-ce que le fait... sur la liberté d'expression et sur ces sujets sensibles, si c'est au programme, les élèves doivent rester dans la classe. Les élèves doivent rester en salle, mais Samuel Paty leur a dit, pour ceux qui avaient le droit d'exprimer le fait qu'ils étaient choqués par une caricature, qu'ils avaient le droit de détourner le regard. Moi, je ne vois pas en quoi ça c'est choquant. Gaël Le Bouec. Je ne vois pas du tout choquant que le professeur dise... Détourner le regard, ça ne veut pas forcément dire sortir. Évidemment que non, justement, la nuance est là. Tout était dans cette différent. Et ça montre justement probablement que c'était un très bon pédagogue pour dire... Une image qui vous heurte, détournez le regard. Mais évidemment, je comprends ce professeur-là. C'est à la télévision tous les jours, avec exactement. Des conseillers au moins de 13 ans. Et les parents? Qu'est-ce qu'on fait avec les parents après cet assassinat? Est-ce qu'on les embarque ou est-ce qu'ils doivent rester à la porte de l'école? Non, mais les parents ont leur rôle à jouer. Je crois qu'on ne va pas pouvoir du jour au lendemain dire aux parents vous restez à l'extérieur. Par contre, vous voyez là où vous évoquiez tout à l'heure une manipulation, ce qui a été extrêmement choquant et nous l'avons tous noté, c'est l'arrivée à un moment donné d'un imam dans l'établissement alors qu'il n'avait rien à y faire. Voilà, autoproclamé de surcroît. Là, il y a eu quelque chose de terrible et je crois que nous devons là être fermes. Vous disiez tout à l'heure, le ministre doit être ferme et l'ensemble de la hiérarchie doit être ferme. La fermeté, ça sera essentiel dans les prochains temps. Vous voyez, lorsque Samuel Paty est allé porter plainte parce qu'il était diffamé, parce qu'il était attaqué, eh bien, la principale l'a accompagné. Mais je pense que l'étape d'après, et il faudra le faire de manière systématique parce que là, ça n'a pas été fait, il faut que l'État porte plainte parce que c'est un fonctionnaire dans l'exercice de sa mission de fonctionnaire qui a été diffamé. Et à partir de là, c'est l'État qui est diffamé. L'État étant diffamé, il doit lui-même porter plainte. Et là, je pense que ce message de fermeté, il doit être clair. Et je crois qu'il ne faut plus transiger avec cela. Et il faut accorder, dès le départ, là aussi, la protection fonctionnelle aux fonctionnaires qui se retrouvent dans cette situation pour qu'ils se rendent compte que l'institution est vraiment avec eux et sera bienveillante avec eux, y compris lorsqu'ils ont pu, et ça peut arriver aussi, faire une erreur à un moment donné, mais que dès le départ, ils soient... Parce qu'en fait, le problème du pas de vague, c'est que certains hésitent en se disant « Ouh là là, mais qu'est-ce qui peut m'arriver ? Est-ce que mon institution me suivra ?» Il ne faut plus qu'un enseignant doute de la volonté de son institution à le soutenir dans son action pédagogique.
Yves Tréhard? Oui, non, je pense que il y a beaucoup de choses à revoir dans nos réflexes et dans notre comportement vis-à-vis encore une fois, de ce projet politique qui veut notre destruction. Faut pas se leurrer. Donc, il faut aussi restaurer l'autorité à l'école et que cette autorité, elle soit assumée. Parce que on dit que ce dont a souffert Samuel Paty, c'est que c'est maintenant beaucoup les parents d'élèves qui font la loi dans les écoles. Je ne suis pas enseignant. Vous êtes d'accord avec ça? Le gros des atteintes à la laïcité, ce sont les parents derrière beaucoup de parents qui poussent et qui ont eux aussi participent à ce projet mortifère qu'est celui de l'islamisme. Mais au-delà de ça, c'est l'autorité en général qui est beaucoup moins respectée que du temps des hussards noirs de la République dont on chante les louanges. Alors Mathieu Le Gottétis, sur la place des parents, et sur leur rôle au fond, quand on sent bien qu'à la maison on vient contester le discours du professeur. L'école sans les parents, ça me semble impossible. Enfin, ça c'est clair, les parents ont leur place dans l'école. Je pense aussi qu'on est dans une société où grâce aux réseaux sociaux, les parents ont une liberté d'expression, d'ailleurs tout le monde, sur les professeurs qu'il n'y avait pas avant. Vous parlez des hussards noirs, à l'époque des hussards noirs, on ne pouvait pas dire qu'on en pensait dans les médias. Ouais. Maintenant, ce qui est important, c'est que les parents... ils ont leur place, ils participent à l'éducation évidemment, puisque ce sont leurs enfants que nous avons, mais les cours que nous faisons, là, ce sont des professionnels qui participent. Alors si un parent a une question, évidemment, il peut les poser. Il peut venir rencontrer les professeurs, il peut venir rencontrer la hiérarchie, c'est tout à fait possible. Après, si on repère des gens qui sont justement radicalisés, là je crois que c'est... Qui s'immiscent en fait dans le contenu pédagogique, les certificats médicaux de complaisance, les allergies au chlore pour ne pas aller à la piscine par exemple, ça existe. Oui, ça existe. Ça existe. Alors après, ça c'est à l'éducation nationale de signaler. Et puis il y a d'autres services publics, que ce soit la justice, la police, qui doivent rentrer en jeu aussi. Là, quand l'affaire de Samuel Paty, je ne sais pas ce que donnera l'enquête, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a été menacé quand même sur des réseaux sociaux publics. Là, on n'était pas dans le cadre du collège. A priori, dans le collège, la situation quand même semblait réglée, plus ou moins. Donc c'est venu de l'extérieur et c'est là-dessus qu'il aurait fallu agir. Alors moi, je ne veux pas savoir qui n'a pas agi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faudrait qu'on le détermine. Je voudrais qu'on termine ce débat par une dernière question, un dernier tour de table sur le lien avec Jean-Michel Blanquer. Parce que le corps enseignant et Jean-Michel Blanquer ont eu maille à partir sur plusieurs réformes. C'est pas vous qui allez me contredire. Est-ce qu'une unité, une forme de réconciliation est possible après ce qui s'est passé? Parce qu'il va falloir que les choses se fassent de façon collective. Ça peut pas être autrement. Je pense qu'elle est souhaitable. Je ne sais pas si ça va être possible, mais je pense qu'elle est souhaitable. Je pense que là, le corps enseignant, je ne peux pas parler à sa place, mais je suis quand même enseignant dans son entier. Extrêmement frappé, extrêmement choqué, extrêmement... j'espère pas trop atteint justement par la crainte, parce que ça serait pire que tout. Ça voudrait dire que justement, le pas de vague gagnerait finalement. Mais on peut considérer que les professeurs, faut se mettre à leur place, ils sont en première ligne. Et avec ce qui s'est passé, c'est pas simple. Mais il faut effectivement qu'il y ait... Ce qui n'empêche pas le débat. Il ne faut pas non plus dire il n'y a plus de débat sur la réforme du baccalauréat, sur la réforme de l'école. Au contraire. Mais il faut vraiment que là, il y ait une unité sur les valeurs de la République, parce que c'est elles qui sont en jeu. Allez, un dernier mot, je vais le donner au professeur qui est ici. Est-ce que, il y a un contrat le SNES vient de sortir un sondage avec votre ministre sur la popularité de Jean-Michel Blanquer parmi les enseignants, qui en effet montre que c'est très négatif. Moi, je crois que le ministre peut déjà aussi prendre l'habitude d'écouter aussi les représentants des personnels. Nous, par exemple, on lui avait demandé des moyens importants concernant le Covid. On n'a eu aucune réponse. Aujourd'hui, les établissements fonctionnent comme si de rien n'était. Alors, si là, il y a des moyens humains à mettre dans cette situation, pourquoi pas? Nous avons des propositions. Il va falloir coudre ce fil du dialogue. On l'entend. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'LCP parler de ces questions. On va parler un peu de vous, à présent, Yves Tréhard, et de votre actualité sur notre chaîne. Vous signez, je le disais, une série de grands entretiens sur, au fond, le thème de la chute en politique. Alors, trois hommes, on va montrer 3 extraits. Loïc Le Floch-Prigent, Michel Noir, Alain Carignon. Pourquoi les avoir choisis, eux? Quel était votre projet avec ces grands entretiens? En fait, le projet de ces entretiens, et grâce d'ailleurs à toute l'équipe de la chaîne parlementaire, il faut le dire, Assemblée nationale, Guylaine Chenu, Bertrand Delay, évidemment son président, c'était, je leur ai proposé un sujet sur le pouvoir à haut risque. Exercer le pouvoir, ça peut comporter, et ça comporte des risques. Alors, ceux que j'ai sélectionnés pour participer à mes entretiens, ce sont des gens qui ont connu des ascensions souvent fulgurantes
dans le monde de l'industrie, dans le monde politique principalement, mais qui à un moment ont chuté, ont fait la une de l'actualité, ont vu leur réputation salie, ternie, et non pas parce qu'ils n'avaient rien fait. Certains d'entre eux avaient commis de la grâce à la disgrâce. Comment on vit cette période-là? Et ça, c'était ce que je voulais savoir, c'est comment on vit ça. Alors, premier extrait, Loïc Le Floch-Prigent, qui va très loin, au fond, et qui explique, on se souvient de l'affaire Elf, que parfois la fin justifie les moyens. Quand on est capitaine d'industrie, comme vous l'avez été, est-ce que la fin justifie tous les moyens? Non, pas tous les moyens, mais beaucoup de moyens. Ouais, c'est-à-dire que notre souci, quand on est capitaine d'industrie, c'est de faire marcher l'entreprise. Et faire marcher l'entreprise, ça nécessite de faire un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément morales. Pas forcément morales, c'est-à-dire? C'est-à-dire que lorsque on considère qu'il faut absolument réaliser une opération, on est sur le fil de la bonne morale classique, c'est clair. Est-ce que vous calculez la part du risque entre ce qui est moral et immoral? Non. Non? Non. Non. Essentiellement... Il faut gagner, à tout prix. Pas à tout prix. Encore une fois, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que quand il y a des morts d'hommes possibles, bien évidemment, là, fini. C'est la limite, la mort d'homme. C'est la limite, oui. Voilà. Il cache. Alors lui, oui, le Floch-Prigent, il a quand même vécu, il a fait de la prison, il a fait quelques 25 mois de prison, je crois. Son affaire a duré, mais plus de 15 ans. Et aujourd'hui, tout ça, pour lui, c'est comme s'il n'avait pas vécu cette épreuve. Et il dit, très cash, il dit dans les affaires, parce que là, il s'agit du monde de l'industrie, mais il a quand même des liens très proches avec le président Mitterrand. Il le répète, il le dit d'ailleurs dans cette interview, qu'il est... c'est l'homme qui décide de l'industrie sous François Mitterrand. Et François Mitterrand a une confiance totale en lui. Et il dit, la fin, oui, justifie tous les moyens. Il faut qu'il y ait mort d'homme pour qu'on s'arrête. Il y a une petite révélation, vous vouliez nous parler de ça? Ou on attend la surprise concernant... Concernant Loïc Le Floch-Prigent? Si vous voulez. En fait, Loïc Le Floch-Prigent a son bourreau. Ça a été Madame Eva Joly, qui était la juge d'instruction. Il se trouve que Eva Joly appartenait à la famille de Loïc Le Floch-Prigent. C'est-à-dire que Eva Joly, quand elle est arrivée de Scandinavie comme jeune fille au père en France, elle est allée dans une famille d'accueil et elle a épousé le fils de cette famille d'accueil. Et il se trouve que cette famille d'accueil sont des lointains, en cousinage lointain avec Le Floch-Prigent. Donc c'est incroyable. C'est-à-dire que la personne qui l'a vraiment harcelé, on peut le dire comme ça, c'était quelqu'un qui appartenait à sa famille. Alors on passe à Michel Noir. Expliquez-nous pourquoi lui, pourquoi ce choix? Alors Michel Noir, alors là c'est typique, là on est en politique, c'est quelqu'un qui a très vite monté à tel point, et c'est le début de l'entretien, à tel point qu'il se croyait un jour président de la République. Quand je lui pose la question, il dit oui, tout le monde me le disait que j'allais devenir président de la République. On est à la fin des années, entre les années 85 et 95. Et il est grand, il est beau, c'est un beau mec, il est devenu maire de Lyon, il a raflé tous les arrondissements, il a été 5 fois réélu député de suite. Et puis, il avait un gendre. Alors ça, c'est une affaire de famille. On appelait ça l'affaire de... dynastie Rhône, dynastie Rhône-Alpes, parce que c'est une affaire de famille et son gendre l'a fait chuter. Son gendre a placé de l'argent en Suisse, de l'argent obtenu de façon pas du tout réglementaire et légale. Et ça a coûté la carrière de Michel Noir. Et on va écouter un extrait. Parce qu'il y a évidemment le récit de cette disgrâce, je le disais, mais il y a aussi des éléments beaucoup plus personnels. Écoutez. Il y a quelque chose qui vous a marqué, qu'on vous a collé comme étiquette, c'est que vous vouliez incarner la droite morale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette tribune dans Le Monde en 1987. Mieux vaut perdre une élection que de perdre son âme. Ça vous a collé à la peau quand même. Ça m'a collé à la peau, mais ça c'est profondément ce que je suis, parce que moi je suis né à Mauthausen, si je puis dire, entre guillemets. C'est-à-dire que moi je nais, mon père est résistant et déporté à Mauthausen. Il va me découvrir 1 an après ma naissance. Et mon père m'a toujours dit, n'oublie jamais Mauthausen, c'est-à-dire ce que ça signifie.
ce drame humain et des sociétés et de l'humanité qui consiste à refuser l'autre dans les pires formes. Oui, vous les accouchez aussi, hein? Bah, c'est ce qu'on appelle la maïotique, hein, comme disait Socrate, enfin Platon, c'est-à-dire qu'on essaye de faire parler l'autre. Et là, c'est vrai que moi, je ne le savais pas d'ailleurs. Avant d'entrer dans cet entretien, et pourtant j'ai bossé, hein, mes interlocuteurs. J'en doute pas un instant. Et j'avais oublié. Mais qu'il était un enfant de Mauthausen. Un enfant de Mauthausen. Et on enchaîne parce que. Il fréquente avec le Front National. Le temps file. Alain Carignon qui raconte, alors ça c'est incroyable, cette, période de sa vie. Écoutez. 24 gardiens assurent la surveillance et la sécurité du criminel de guerre. Cette cellule de Klaus Barbie, criminel de guerre, vous allez l'occuper. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? Vous saviez que c'était la cellule de Barbie? Non, je l'ai su qu'après. Mais c'est sûr que il y a un gardien qui a fait un témoignage très hostile à ma personne après mon départ, en disant que j'étais pas du tout sympathique. Parce qu'évidemment, il venait me voir en me disant on va faire comme avec M. Barbie, on va discuter, etc. Ah oui. Et donc, j'avais pas du tout envie. Ah oui. Et donc, il a gardé un très mauvais souvenir de moi. Incroyable. Incroyable. Alors, épisode de vie. Très, très émouvant. Alain Carignon, il avait quasiment les larmes aux yeux pendant l'entretien, parce que, évidemment, on refile le monde. Toute cette histoire. C'est l'homme politique qui a fait le plus de prison sous la Ve République. Lui, il a fait 29 mois de prison. Et effectivement, à un moment, il était dans la cellule de Klaus Barbie, la prison Saint-Joseph de Lyon. Et alors, il a eu la chance d'être très soutenu par des gens tout à fait qu'on ne croit pas dans son environnement, dans son entourage. Bernard-Henri Lévy, chez qui... Quand il sort de prison, il va loger chez Bernard-Henri Lévy, Lynn Renault, Luc Ferry, et puis on parle de sa femme, personnage qu'il n'a jamais montré, et on en parle dans cet entretien. Bon, ce sont des entretiens qui sont tous à retrouver sur la chaîne YouTube d'LCP ou sur le site lcp.fr. Vous restez avec nous, Yves Tréhard. Savez-vous qu'Édouard Philippe était dans ses murs à l'Assemblée? Aujourd'hui, c'est Thomas Després qui va nous raconter tout cela. Thomas, qui a suivi, au fond, cette audition un peu particulière, n'est-ce pas Thomas? Oui, exactement, Myriam. Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, il était auditionné cet après-midi par les députés membres de la commission d'enquête sur le coronavirus. Je vous raconte tout ça. Alors c'était l'événement de la journée cet après-midi à l'Assemblée. Ce n'est pas tous les jours qu'un ancien Premier ministre vient s'exprimer devant les députés au Palais Bourbon. Édouard Philippe est arrivé peu avant 14h, à pied. On a essayé de lui poser une question, mais il ne nous a pas répondu. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez venir dire aux députés ? Une fois qu'il était installé devant la commission, Édouard Philippe a rendu des comptes sur sa gestion de l'épidémie pendant la première vague. Dès le 2 janvier, nous avons engagé la veille épidémiologique. Très tôt, nous avons mis en place le stade 2 du Chorus. Nous n'avons pas attendu mars pour créer la cellule interministérielle de crise, pour armer la cellule interministérielle de crise. Est-ce que si nous avions eu beaucoup de masques et beaucoup de tests en février, est-ce qu'on aurait pu éviter le confinement complet ? Je ne sais pas. Et la vérité, c'est que quand vous êtes confronté à la gestion de crise, vous ne raisonnez pas comme ça. Moi, quand on m'a jamais parlé, entre le 15 mai 2017, date où j'ai été nommé Premier ministre, et la mi-janvier 2020, je n'ai jamais entendu parler de masque. Donc comment est-ce qu'on gère une crise sanitaire avec des échelons de décision qui sont très dispersés, hein. ARS, ministère, responsables politiques, fonctionnaires. Comment est-ce que vous la prenez? Comment est-ce que vous la gérez quand vous avez immédiatement le risque pénal sur le dos? Si vous voulez faire en sorte que les échelons administratifs ou politiques soient moins réactifs, faites en sorte qu'à chaque élément de décision ou de jour passé, il y ait un risque pénal associé. Bonjour Julien Borowitz, vous êtes le président de cette mission d'information qui s'est dotée des pouvoirs d'une commission d'enquête. Quel bilan vous tirez de l'audition de l'ancien Premier ministre ? Eh bien écoutez, d'abord une audition où on a eu un Premier ministre qui a su répondre à toutes les questions, calmement, posément, modestement, en reconnaissant que parfois il ne savait pas parce que le virus a évolué, la connaissance du virus a évolué, et donc qui a pris le temps de nous répondre précisément à toutes les questions, et elles ont été nombreuses, qui lui ont été posées. Il y a eu quelques imprécisions. Voilà, je prends le sujet des stocks stratégiques, des masques.
Bon, le Premier ministre nous dit que jamais cette question n'est remontée à son niveau. C'est ce que nous a dit également la ministre de la Santé. C'est même ce que nous a dit hier soir le conseiller de la ministre de la Santé. Donc voilà, je reste très étonné que sur une question aussi centrale, aussi stratégique, on nous dise on n'a jamais regardé. Voilà Myriam, demain c'est l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, redevenu député La République En Marche, qui viendra s'exprimer devant les membres de la commission d'enquête sur le coronavirus. Merci Thomas, vous aimez le foot français, Yves Tréhard, vous êtes prêt à payer pour le regarder à la télé? Ah oui, oui, j'adore le foot alors. L'avenir du foot est en péril, on en parle tout de suite avec nos invités. Bonsoir Virgile Caillet. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes délégué général de l'Union Sport et Cycle. C'est en quelque sorte le MEDEF du sport, si je ne dis pas de bêtises. C'est cela, on peut le résumer comme ça. Spécialiste des droits du sport. Et bienvenue à vous Cédric Roussel. Vous êtes député La République En Marche des Alpes-Maritimes, un grand fan de foot, mais un député qui veut aussi mettre son nez dans ce qui est en train de se passer. Je vous donne la parole dans un instant, parce que si vous n'y comprenez rien, comme moi, à ce qui est en train de se tramer dans le foot français, 3 clés pour comprendre, c'est signé Julien Gall. Qui diffuse les matchs de Ligue 1 ? Canal+, diffuseur historique, conserve encore quelques affiches. Mais 8 rencontres sur 10 de Ligue 1 et de Ligue 2 sont diffusées par la nouvelle chaîne Téléfoot, créée pour l'occasion et propriété du groupe de médias sino-espagnol Mediapro. Pour obtenir ses droits, ce nouvel entrant a versé 814 millions d'euros par an à la Ligue de football professionnel. La chaîne Téléfoot revendique 600 000 abonnés après 4 mois d'existence, très en dessous de l'objectif de 3,5 millions censé assurer l'équilibre. Confronté à des difficultés financières, Mediapro a refusé de payer en octobre sa mensualité de 172 millions d'euros de traite due au club français. Position qui a suscité la colère des dirigeants des clubs de football, comme le patron de l'OL, Jean-Michel Aulas. Je ne vois pas quel intérêt aurait Mediapro à ne pas payer, parce qu'il se mettrait en situation juridique extrêmement fragile. Mais pourquoi Mediapro refuse-t-il de payer ? Le groupe espagnol exige un rabais. Il estime que la crise sanitaire a bouleversé la donne. Match à huis clos moins attractif et rentrée publicitaire en baisse. Voilà pourquoi ce matin, lors d'une conférence de presse, le patron Jom Srour annonce vouloir continuer la diffusion tout en évoquant une renégociation du contrat avec la Ligue. Nous allons respecter les contrats et on va parler avec la Ligue et avec tous les gens concernés, que ce soit les gouvernements, que ce soit les autorités sportives, que ce soit n'importe qui. Dans l'urgence, la Ligue a emprunté 112 millions d'euros pour pouvoir financer les clubs. Si Mediapro ne peut plus payer, que devient alors la Ligue 1 ? Déjà privé de recettes de billetterie, le foot français serait alors en danger. Si Mediapro est contraint de se retirer, la Ligue devra se tourner vers d'autres diffuseurs comme Canal+, sans oublier les GAFA, les géants du numérique qui pourraient vouloir investir comme Amazon, qui a récupéré les droits de Roland-Garros entre 2021 et 2023. Alors on va partir des derniers événements. Virgile Caillet, si vous voulez bien, on a vu la conférence de presse de Jaime Roures. Est-ce qu'il a rassuré, à votre avis? Est-ce qu'il vous a convaincu? Alors, je pense qu'il a convaincu personne, et il a rassuré personne, et je pense que ce n'était pas l'exercice. Il ne faut pas perdre de vue que les deux acteurs sont dans une partie de poker menteur, oui. Et indiscutablement, ce monsieur Roures doit être très fort au poker, et donc l'objectif, c'est simplement de jouer sa partition, de jouer son rôle. Il ne peut pas dire qu'ils vont arrêter de payer, il ne peut pas dire que tout va bien, qu'il va payer. Il souhaite renégocier son contrat. Alors, renégocier, effectivement, va falloir définir sur quelle base. Pour l'instant, on n'en sait rien. Il milite pour une certaine confidentialité des discussions, hein, puisqu'ils sont rentrés dans une logique de conciliation. Est-ce que la Ligue est prête à faire un petit effort ou pas? La Ligue, objectivement, ne pourra pas. Elle ne pourra pas, tout simplement parce que la plupart des clubs ont bien entendu intégré ces montants dans leur budget, ouais. Et pour certains clubs, pour beaucoup d'entre eux, ils les ont déjà dépensés.
Donc autant vous dire que la Ligue ne peut pas faire marche arrière et Mediapro ne peut pas dépenser autant. Donc finalement, les situations sont bloquées. Je ne vois pas comment on va pouvoir sortir de cette crise. Cédric Roussel, ça veut dire que la Ligue ne peut pas se passer de Mediapro. Elle ne peut pas lancer un nouvel appel d'offres en disant finalement ce Mediapro n'est pas fiable, est fragile financièrement. On fait autre chose. C'est pas possible ça. Ah, si, elle peut repartir sur un appel d'offres, mais encore, il faut-il que suive la procédure. La procédure, c'est qu'il y a déjà des garanties à actionner, puisqu'il faut quand même le rappeler, il y a une garantie, même si aujourd'hui, tout le monde a l'air de dire que c'était évident que cette garantie ne valait rien, mais en tout cas, il y en a une, il y a des procédures, il y a des retards de paiement, mais il faut juste remettre des choses dans le contexte. Aujourd'hui, Mediapro a décidé de faire appel à un conciliateur. Et donc ça suspend le temps notamment des procédures de la LFP pour pouvoir donc réagir. Mais en tout cas, très clairement, il y a des solutions de sortie de crise. Maintenant, il faut qu'elles se discutent à deux. Moi, je note juste, parce que je ne suis pas que fan de foot, je suis président d'un groupe d'études depuis 3 ans. Donc vous allez nous expliquer ça. Et on avait invité justement donc, tous les acteurs, et à commencer donc par Mediapro et le président Rourès. Bon, il a décliné l'invitation. Donc moi, je suis très étonné de ce point de vue-là, puisque pour quelqu'un qui veut de la conciliation, de la concertation, la représentation nationale donc, est là pour ça. Ça mérite une commission d'enquête ? Pourquoi on a attribué ces droits du foot à Mediapro alors ça mérite de rappeler quel est aujourd'hui donc le modèle économique. Voilà, le modèle économique, il a un impact nécessairement sur les clubs amateurs puisqu'on a un principe inédit de solidarité financière du sport professionnel envers le sport amateur. C'est un modèle unique et donc forcément ça va impacter sur le budget du sport et de toutes les associations de nos territoires. Et sans parler de la filière emploi, c'est 35 000 emplois et il faut savoir qu'il n'y a plus de recettes match, quasiment plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'activité aussi professionnelle pendant les matchs. Les buvettes, ne serait-ce que ça. Expliquez-nous, qui vit des droits du foot dans le foot français ? Il y a tous les clubs, mais il y a aussi en partie les fédérations ? Alors, il y a en partie la fédération, mais surtout essentiellement donc le football amateur. Oui, alors... C'est la taxe Buffet, c'est une taxe de 5% calculée sur l'ensemble des droits TV qui est reversée. Donc c'est l'équivalent cette année, puisqu'on a amendé pour faire en sorte d'augmenter donc, ce fléchage vers le sport, 74 millions. Voilà, donc tout le monde dépend des droits. Cette année, c'est 74 millions pour le sport amateur. Là où on ne comprend pas, c'est au fond, on a l'impression que c'est la chronique d'un désastre annoncé. Depuis le début, il y a des problèmes. Mediapro était mal noté par des agences de notation, il n'était pas très fiable. 800 millions, c'est énorme. C'est normal qu'on ne comprenne pas, parce que c'est incompréhensible. Quelqu'un qui achète des droits, tout le monde était très sceptique sur le modèle économique. Il faut se rappeler quand même que si on remet dans le contexte, comme le disait Cédric, donc ça remonte à 2 ans, c'était 2018. Donc là, tout le monde est tombé sur le cul, pardonnez-moi l'expression, en voyant 2018, que Canal+, un appel d'offres, exactement, Canal+, avec enveloppe fermée du jeu, voilà. Complètement. Alors là, et c'est Mediapro qui rafle la plupart des lots, donc 80% de la Ligue 1, 80% de la Ligue 2. Donc à partir de là, stupeur, les clubs de foot se frottent les mains parce que ça veut dire une augmentation de 70% de leurs droits. Donc tout le monde est content, mais tous les techniciens doutent du modèle. Le contrat arrive donc débute sur cette saison actuelle. Mediapro c'est pas privé de critiquer Canal et beIN qui refusaient de payer les derniers droits à cause de la situation de la Covid. Donc ils critiquaient à l'époque, on était au mois de mai-juin, avant que le championnat ne se termine en queue de poisson. Et puis donc le championnat démarre. Et au bout de 3 mois de championnat, eh bien, ceux qui avaient acheté les droits disent finalement, on trouve que ces droits-là, ils n'ont plus la valeur qu'ils avaient quand on les a achetés, donc on a envie de renégocier à la baisse. Ouais. C'est incompréhensible, ça n'existe pas. Et d'autant que pour ceux qui regardent, donc les fans de foot, c'est cher, hein. C'est très cher, c'est 30 € l'abonnement, c'est ça, c'est beaucoup. Oui, bien sûr que c'est cher. Alors il y a une chose qui est d'ailleurs pas très compréhensible dans cette histoire. Dans la mesure où les stades sont fermés, que les matchs se jouent à huis clos, normalement il devrait y avoir plus de monde devant la télévision. Et donc peut-être plus d'abonnés à l'avenir. Donc là, c'est une espèce de marchandage que exerce Mediapro, que moi, personnellement, je ne comprends pas bien, parce que Mediapro, normalement, devrait tout à y gagner. Est-ce que les stades soient vides ? La recette pour les clubs des spectateurs, elle n'est pas négligeable, mais c'est pas... Contrairement au rugby, c'est pas, le football ne vit pas des gens qui sont dans les stades. Il vit des gens qui sont devant la télévision. Donc Mediapro, je trouve, est plutôt assez mauvais joueur dans cette histoire. Et puis, il y a une deuxième chose. Je ne connais pas le contrat qui lie la Ligue avec Mediapro dans son détail. Mais je ne crois pas qu'il y ait une clause qui prévoit qu'en cas d'événement exceptionnel, eh bien, Mediapro puisse renoncer à payer. Donc là,
si on fait jouer l'argument juridique et judiciaire, Mediapro, je ne sais pas, là je parle, devrait s'exposer quand même à un avenir qui me paraît faramineux sur le plan financier, parce qu'est-ce qui va se passer maintenant? Condamné à des amendes énormes. Ils ne peuvent plus payer, mais il va être condamné à payer encore plus. Oui, il va y avoir de la casse. Il n'y a pas le contrat encore. Oui, non, mais il va y avoir la casse, ça c'est sûr. C'est ce qui fait peur maintenant. Enfin, à beaucoup de gens, et puis au pouvoir public aussi, parce que ce sont quelque part des pourvoyeurs aussi du financement du sport. Mais il va y avoir la casse sociale, il va y avoir la casse financière, bien entendu, pour Mediapro, qui perd en crédibilité, ça c'est clair, tous les jours. Donc il faut savoir qu'ils ont une activité internationale aussi. Et également, ça ne rassure pas les abonnés, parce qu'il faut quand même parler d'eux. Les supporters sont assignés à résidence à cause donc du Covid et de cette restriction de jauge. Donc effectivement, on ne comprend pas trop en quoi ça remet en question le modèle économique. De ce point de vue-là, ça ne le remet pas en question. Après, il y a le sujet aussi du piratage. Effectivement, ce serait intéressant de voir quelle est la jauge de pirates à l'insu de leur plein gré, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un problème de rationalisation de l'offre. On ne comprend plus rien. Alors, qu'est-ce qui va se passer si Mediapro ne peut plus payer? Où va-t-on voir le foot? Est-ce qu'il peut y avoir un repreneur ou pas? Il y aura forcément un repreneur. C'est-à-dire que la Ligue 1 ne restera pas sans diffusion. Ça, c'est inenvisageable. Ouf, pourrait-on dire, effectivement. Vous pourrez voir vos clubs préférés. En revanche, effectivement, comme ça a été dit auparavant, il y a toute une procédure qu'il va falloir suivre. Et ça va être long. Ça risque d'être long. Et le préjudice va être probablement colossal. Tout le monde est perdant dans cette affaire. En fait, il n'y a que des perdants. Le seul qui pourrait être gagnant dans cette histoire, ce serait le diffuseur qui va pouvoir récupérer un contrat à la casse pour... Canal+, même pas, probablement pas Canal+, c'est pas une chaîne de sport. Ils ont déjà un lot qui leur assure 2 belles affiches. Le seul lot qui pourrait les intéresser, c'est le match du dimanche soir. Mais en revanche, les 80% de la Ligue 1, ça les intéresse pas. Après, ça peut être des chaînes sportives, un beIN Sport éventuellement, ou un Altice au travers des RMC Sport, mais c'est pas la tendance puisqu'ils sont en train de se désengager. Donc il reste plus beaucoup d'acteurs. Et quand on est dans une logique de marché où il y a de l'offre, mais finalement peu d'acheteurs, souvent les prix vont à la baisse. Et les GAFA Amazon, vous l'avez dit dans votre reportage, qui a déjà eu Roland Garros. C'est un sujet, en fait, ce dont on parle là, c'est l'appel d'offres. Tout le monde, effectivement, avec les yeux qui brillent, parce que la première partie, je dirais, de l'objectif de la mission d'ailleurs de Didier Quillot, c'était les revenus et des présidents de club et je veux dire de la LFP, c'est avant tout de capter des revenus supplémentaires pour que ça ruisselle ensuite. Mais le deuxième objectif, ça reste quand même l'exposition. Et là, de ce côté-là, c'était quand même un échec, d'une part, parce qu'effectivement, c'est très compliqué maintenant de comprendre l'offre télévisuelle. Mais en plus, j'ai envie de dire, c'est que, je répète ça, le pouvoir d'achat, 80 à 100 euros pour suivre son club lorsqu'il est, je dirais, au niveau européen aussi. Donc, je pense qu'il va falloir aussi, s'il y a, je dirais, un second appel d'offres, de bien réfléchir à la quantité et aux qualités également, parce que ça reste du spectacle vivant, et il faut être très attentif à ça, à ce qu'il soit très bien exposé aussi. Oui, je voudrais simplement réagir à votre question, aux GAFA. Mais vous vous rendez compte, si les GAFA mettent la main sur le football, ça veut dire que notre vie est entre les mains des GAFA. Ils contrôlent tout aujourd'hui. C'est-à-dire que, y compris le football, serait dans la main des géants... La numérisation du monde. Des géants de la Silicon Valley. Des États-Unis. Alors, vous me direz, Mediapro, c'est à tendance chinoise. Hein. C'est déjà le cas dans certaines ligues professionnelles de football, notamment en Angleterre, où Amazon a toute une partie des droits. Et puis, il faut voir aussi l'évolution de la consommation du sport dans les médias. C'est un élément qui est déterminant dans cette affaire. Et c'est probablement la raison de l'attitude, de la posture de Mediapro aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui a changé depuis le mois de juillet? Le mois de juillet, ils étaient ravis, ils défendaient la Ligue 1, ils disaient que c'était un très beau produit, et ils ont payé en temps et en heure leur première échéance. Et là, en l'espace de 3 mois, le Covid, on l'a connu, on l'avait connu avant. Et là, en l'espace de 3 mois, d'un seul coup, l'attitude a complètement changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les éléments qui ont fait qu'ils ont changé leur posture et qu'aujourd'hui, ils négocient à la baisse ce contrat qu'ils considéraient comme extrêmement intéressant? Peut-être pour terminer, est-ce qu'il
le scénario catastrophe qui ferait qu'il n'y a aucun repreneur, est-ce que ça, il est exclu? Non, il y a une valeur du championnat. Après, effectivement, la question de savoir quelle est la dépréciation de cette valeur compte tenu de cette crise et de ce litige. Moi, je voudrais juste dire, parce que je n'avais pas terminé effectivement la réponse sur les GAFAM, je pense que le GAFAM et Amazon peut être justement une réponse à ces usages qui ont changé et peut être justement donc, un moyen de diversifier donc, la consommation du spectacle sportif et justement un nouveau challenger pour pouvoir donc avoir un public le plus large aussi dans la consommation du sport qui a totalement changé. Donc, ce feuilleton n'est pas terminé. Merci de nous l'avoir décrypté. J'y vois beaucoup plus clair. Merci beaucoup. Non, c'est intéressant, c'est très politique aussi. Ça nous concerne tous. Merci beaucoup Yves Tréhard d'être passé par ce plateau. Les grands entretiens d'LCP, c'est à retrouver sur la chaîne YouTube d'LCP ainsi que sur lcp.fr. C'est passionnant. Merci messieurs. Très belle soirée et à demain.